Alors bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici. Moi je suis ici pour répondre à une question simple qui est comment, pourquoi? Comment expliquer que le marché action mondial a fait récemment un nouveau record historique? Le marché action mondial, les pays émergents, comment expliquer la reprise du marché action depuis le début du mois d'avril? Comment expliquer cette résilience du marché action alors que le niveau d'incertitude, il y a plusieurs baromètres pour représenter l'incertitude, le niveau d'incertitude est au même niveau que le niveau d'incertitude atteint au plus haut de la crise sanitaire ou encore lors d'un épisode de récession en 2018. Alors, ça peut paraître surprenant, et d'ailleurs, ce que moi j'appelle les collapsologues, vous savez, ceux qui souhaitent le krach, en tout cas ceux qui, depuis longtemps, sont frustrés parce que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu un krach boursier comme l'explosion de la bulle spéculative de 2000-2001 ou encore la crise financière de 2008. Le dernier marché baissier que nous avons connu remonte à 2022, et pourtant les risques n'étaient pas aussi nombreux. Les risques, je ne vous les liste pas, enfin si, je vais vous les lister, puisqu'ils sont actuellement, ils agissent à plein régime. La guerre commerciale, la date limite du 9 juillet prochain, la géopolitique, les conditions monétaires difficiles de la Réserve fédérale des États-Unis, la probabilité d'une récession. Bref, lorsque vous regardez l'actualité boursière en général, on ne met en avant que des risques. Et pourtant, la semaine dernière, le marché action mondial a fait un nouveau record historique. Alors, c'est ici qu'intervient la liquidité, et vous allez voir, il y a beaucoup de choses intéressantes. Il y a différents degrés de liquidité. Lorsque je parle de liquidité, je parle de la liquidité mondiale, et ce sont des données qui sont publiques, alors qu'ils sont mis à jour, ça dépend des pays, soit chaque semaine, soit chaque mois. Et la liquidité, en fait, peut être représentée sous la forme d'une courbe, sous la forme d'une tendance. Alors, ok, très bien, ce sont des données temps réel. En quoi cela peut avoir un aspect prédictif? Sans liquidité, tout meurt en bourse. Cela peut avoir un aspect prédictif parce que, dites-vous bien une chose, c'est que la monnaie qui est disponible à travers le monde, la monnaie qui est disponible sur vos comptes courants, la monnaie qui est disponible sur des comptes épargne, mais au-delà de ça, au-delà de la monnaie qui est disponible, la capacité de crédit d'endettement d'une économie, et si on va encore au-delà de ça, la capacité d'investissement des entreprises, ça, ce sont des données qui sont publiques, et elles sont plus ou moins publiées en temps réel. Alors, en quoi cela peut être un indicateur avancé? Et ce n'est pas un indicateur magique, hein. Je vais vous montrer un certain nombre de choses, il faut être très prudent avec ça. Mais j'estime que vous avez avec la liquidité l'explication principale du fait que le marché soit capable actuellement de rester focus sur ce qu'on pourrait appeler le verre à moitié plein. Alors, première chose que je vous dis, mais vous allez le découvrir dans la présentation, la liquidité mondiale, la façon de la représenter, il y a différents degrés. La liquidité mondiale fait un nouveau record historique. Alors, pourquoi déjà la liquidité mondiale fait un nouveau record historique? Comment l'expliquer? Alors que partout, et puis c'est la vérité en plus, est mis en avant le fait que la Réserve fédérale des États-Unis ne baisse plus ses taux, que les conditions monétaires américaines restent restrictives, mais le monde ne se résume pas aux États-Unis, le monde ne se résume pas à Wall Street. Il y a d'autres banques centrales qui comptent. Et elles sont revenues à un niveau d'impression monétaire, alors peut-être pas comme on a pu le connaître au moment de la crise sanitaire, mais grosso modo, la monnaie est disponible. Et ce que l'on sait, c'est que cette monnaie, imaginez, représentez-vous dans votre esprit une courbe de liquidité en temps réel, et partez du principe qu'il faut plusieurs semaines pour que potentiellement cette monnaie se déverse sur les marchés. Donc vous avez votre courbe de liquidité à un instant T, et vous la translatez, vous la faites avancer dans le futur, de 10, 15 semaines, vous l'avancez. Donc vous avez vos graphiques, vous avez vos actions, vos indices boursiers, vous superposez une courbe de liquidité et vous la déplacez dans le futur. Et vous la regardez et vous vous dites, et si le marché faisait exactement la même chose, suivait la même direction, la martingale incroyable? Eh bien, pourtant, c'est globalement ce qui se passe. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que la liquidité peut nous protéger d'une troisième guerre mondiale, je ne suis pas en train de dire que la liquidité peut nous protéger d'un commerce de pétrole qui serait interrompu, vu les événements du moment, mais justement, je trouve que ce sujet est important, surtout actuellement, parce que ça permet de comprendre qu'il y a des forces de rappel. Raisonnons différemment. Imaginons au contraire, nous avons les données de la liquidité et elles sont baissières. Il y a de moins en moins de monnaie en circulation, enfin de moins en moins de monnaie. La monnaie ne revient pas en arrière, mais la croissance de la monnaie diminue. Là, il n'y avait aucun espoir. De moins en moins de monnaie, un momentum de la monnaie qui diminue, eu égard aux fondamentaux du moment, on aurait pu parfaitement comprendre que le marché soit baissier. Alors bon, j'attaque quand même sur les différents slides. Alors première chose que je veux vous montrer, voilà, ça fonctionne. Voilà, impeccable. Alors,
il y a 3 niveaux de liquidité. Le plus connu étant ce qu'on appelle la masse monétaire M2. Je vais progressivement dans la présentation arriver au détail. Vous avez ensuite la capacité de crédit net d'une économie et ensuite la capacité globale macro de liquidité. Regardez simplement ce premier graphique, qui est un graphique qui superpose donc ici en bougie japonaise journalière le contrat futur S&P 500, désolé, hein, j'essaie d'être un peu stable avec le pointeur, et puis vous avez en bleu ce qu'on appelle la liquidité mondiale M2. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce sont des courbes qui se ressemblent? Alors, ce n'est pas à une semaine près, c'est même parfois pas un mois près, mais typiquement, regardez ici, proche de nous. Là, vous avez eu, ici, le choc boursier de mars-avril, lorsqu'il y a eu l'annonce des tarifs douaniers réciproques. Mais au même moment, la liquidité mondiale, elle, faisait un nouveau record historique. Et beaucoup se sont posé la question, mais comment? Comment est-ce possible que le S&P 500 ait proposé ici une reprise en V assez similaire avec ce qu'il avait fait ici au moment de la crise sanitaire, alors que les marchés n'aiment pas l'incertitude. Mais moi, je suis le premier surpris. Comment, avec un tel niveau d'incertitude, les capitaux s'investissent encore sur les actifs risqués? Parce que ces capitaux, en fait, sont disponibles. Et le principe d'une maison de gestion, si elle a des capitaux, ce n'est pas juste pour les conserver. Leur boulot, eux, le matin, c'est où on l'investit. Donc, on ne le garde pas sous la forme de cash, au pire sur des placements monétaires, au pire sur des obligations, sur des actifs financiers sans risque. Mais comme ils recherchent la performance, et en fait derrière il y a un effet d'entraînement. Donc ça c'est la première chose que je vous propose d'observer factuellement. Ensuite, en dessous, ici, vous avez donc en vert le S&P 500, en jaune le cours du Bitcoin. On va parler indice boursier crypto-monnaie dans cette présentation petit à petit. Et en bleu, alors là c'est beaucoup plus erratique, c'est ce qu'on appelle la liquidité nette aux États-Unis, c'est-à-dire la capacité de crédit de l'économie. Oui, parce que la liquidité, c'est ce qu'on peut avoir à un instant T comme monnaie, comme pièce, comme billet, s'il y a sur les comptes courants, l'épargne. Et puis aussi, il y a la liquidité qu'on peut emprunter, voilà, et celle qu'on peut investir. Donc ici, vous avez déjà 2 aspects. Première chose, donc, il y a une corrélation au moins visuelle. Alors, le premier baromètre de liquidité, et c'est là qu'on réalise qu'il ne s'arrête pas à la finance américaine, c'est ce qu'on appelle la liquidité mondiale M2. Alors, le M2, c'est un agrégat de masse monétaire. Il y a un point commun en fait entre tous les banques centrales. Vous avez l'agrégat monétaire M0, M1, M2, M3. M0, ce sont les réserves des banques commerciales auprès des banques centrales. M1, ce sont les pièces, les billets, et ce que vous avez sur vos comptes courants. Et M2, c'est l'épargne disponible. Alors, je ne sais plus exactement à quelle échéance, 6 mois ou 1 an, mais voilà ce que vous avez sur les comptes épargne disponibles. Ces agrégats monétaires, ils sont communs à tous les pays, à toutes les banques centrales. Les données sont publiques. Alors, il y a une difficulté, c'est que certains pays mettent à jour les informations chaque semaine, d'autres tous les mois, mais elles sont publiques. Et ces données étant publiques, vous avez la possibilité, chaque mois, voilà, parfait. Vous avez la possibilité chaque mois d'additionner la masse monétaire des États-Unis, de la zone euro, de la Chine, du Royaume-Uni, du Japon, de l'Inde. On peut additionner un certain nombre de masses monétaires, ce qui vous donne donc à la fin la masse monétaire mondiale. Je reviens juste au slide d'avant. Il y a une petite subtilité dans cette masse monétaire mondiale M2. C'est qu'on ne peut pas comparer les choux et les carottes, c'est une expression que j'aime bien utiliser. On ne peut pas comparer les masses monétaires des pays, sachant que les monnaies sont différentes. Alors, pour créer l'indice de liquidité mondiale basé sur cet agrégat monétaire M2, vous devez tout convertir en dollars. Alors justement, vous n'êtes pas sans savoir que depuis le début de l'année, le dollar est la devise la plus faible du marché d'échange. Et forcément, lorsque l'on convertit, imaginons la masse monétaire chinoise qui est en expansion permanente. En plus de ça, vous avez une baisse du dollar vous avez une augmentation de la valeur du yuan face au dollar. Ça peut gonfler artificiellement la masse monétaire mondiale. Mais peu importe, il faut regarder à la fois l'aspect relatif et l'aspect conversion. Donc, première information, cette liquidité mondiale, elle est disponible, influencée par la politique monétaire, influencée par la politique budgétaire. Et finalement, ça paraît finalement pas idiot de se dire que pour qu'il y ait des actifs financiers avancent en bourse, il faut qu'il y ait des capitaux qui soient susceptibles de s'y investir. Mais imaginez encore une fois
L'autre scénario, ces données existent et elles sont en repli. Il y a de moins en moins d'argent sur les comptes courants, de moins en moins de volume sur les comptes épargne. À l'échelle du monde, même avec des bons fondamentaux, il est peu probable que le marché action avance. Il faut voir les choses comme ça. Alors là, me direz-vous, ok, il y a de la liquidité, mais il faut qu'elle ait envie de s'investir. Je suis d'accord avec vous, avec les fondamentaux qu'on a actuellement et le niveau d'incertitude, elle n'a pas nécessairement envie de s'y investir. Mais dès qu'il y a une petite lueur d'espoir, dès qu'on a une information qui laisse envisager un accord commercial ou, je ne sais pas, un cessez-le-feu dans telle ou telle région que je ne citerai pas, cette liquidité étant disponible, elle se précipite. Et ce qui explique la reprise complètement étonnante, même qu'on peut trouver un peu excessive, que le marché action, mais que même le cours du Bitcoin a proposé depuis le début du mois d'avril, puisque grosso modo, ces deux marchés sont à proximité de leur record historique. Alors, ils n'ont pas dépassé leur record historique, ça c'est une autre affaire. Mais en tout cas, vous avez là l'explication principale d'un marché qui sera capable de rester concentré sur le verre à moitié plein. Et c'est pourquoi il faut continuer de suivre ces dynamiques, parce que le jour où vous allez observer un début de contraction de la masse monétaire mondiale, et vous avez régulièrement des phases hors effet de change où la masse monétaire mondiale peut se contracter, ou sinon elle ne se contracte pas, mais sa vitesse de croissance commence à se contracter, là vous allez avoir un marché qui peut commencer à ralentir. Alors, je vais arriver justement dans les détails. Ensuite, voilà, donc ici je vous ai mis un tableau pour information où vous avez les différents agrégats de masse monétaire. L'avantage du M0, du M1, du M2 et du M3, c'est qu'il y a un point commun en fait pour tous les pays du monde, hein, que vous soyez en Chine, en Inde, aux États-Unis, peu importe le pays européen, dans le monde entier, les agrégats de masse monétaire sont les mêmes et recouvrent les mêmes réalités. Alors le M3, ce sont des placements d'épargne moins liquides, donc moins susceptibles de s'investir en bourse. Donc tout part des réserves des banques commerciales auprès des banques centrales. Ensuite, vous avez, alors je crois que dans celui-ci, vous allez mettre les pièces et les billets, les comptes courants, et ici les comptes épargne. Alors la différence avec les années passées, c'est qu'à une époque, les banques centrales mettaient du temps à donner les informations. Maintenant, certaines banques centrales, il me semble que c'est celle par exemple des États-Unis, c'est quasiment toutes les semaines. Celle de Chine, c'est tous les mois. Ça, c'est le premier aspect de la liquidité. Je vais venir plus tard dans la présentation à ce qu'on peut anticiper ou à ce qu'on en a actuellement. Alors, une illustration de ce qui se passe depuis le début de l'année, qui est une des explications de la capacité du marché action à faire face au risque, et même le risque énorme depuis la semaine dernière, où moi concrètement, mais j'imagine comme vous, depuis l'actualité de jeudi, vendredi dernier, on se pose la question tous les jours, comment est-ce possible que le marché ne crache pas? Comment est-ce possible que nous n'ayons pas un moins 5 ou un moins 10%? Je ne dis pas que ça ne va pas arriver. Mais dans tous les cas, même quand les fondamentaux sont difficiles, tant que vous avez de la monnaie, et tant que la croissance de la monnaie est haussière, vous avez au moins un marché qui peut amortir les risques. C'est-à-dire qu'imaginons qu'on entre dans une phase de baisse, un marché baissier, un crash, moins 30, moins 40, la liquidité peut l'amortir, moins de baisse, ou la liquidité peut réduire son timing. C'est exactement ce qui s'est passé au début du mois d'avril. Donc ici, vous avez deux histogrammes. Le premier en haut à gauche, en haut à droite, pardon, l'autre droite, qui vous montre l'évolution de la monnaie en Chine. Donc mois après mois, sur les derniers mois, vous pouvez voir quand même que la croissance est assez impressionnante. Et ici, vous avez l'évolution de la monnaie aux États-Unis. Alors là, comment l'expliquer? Comment expliquer le nouveau record historique de la monnaie en circulation aux États-Unis, alors qu'on nous rabâche sans cesse, mais c'est la vérité, l'intransigeance de la Réserve fédérale des États-Unis, le fait qu'elle ne baisse pas les taux. Il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent, notamment la croissance des salaires, la politique budgétaire et aussi la prise de risque des banques. Mais en tout cas, ici, vous avez donc deux explications à la résilience du marché action depuis le début de l'année. Bien sûr, comme tout le monde, je souhaite que la situation géopolitique reste stable, mais imaginons si celle-ci devait dégénérer, il faut bien avoir conscience que là, on a de quoi amortir une éventuelle baisse du marché. Alors, ici, je vous donne deux explications de cette tendance haussière qui est impressionnante de la liquidité disponible en Chine, par exemple.
Alors le marché action chinois, lui d'ailleurs, il est encore sur un niveau bas. Mais dites-vous bien que tous ces capitaux circulent à travers le monde. Hein. Les marchés des crypto-monnaies, par exemple, n'a pas de pays. Vous avez ici la politique monétaire non conventionnelle de la Banque centrale de Chine, la Banque populaire de Chine, où ce sont des réductions de taux mois après mois. Et vous avez ici la masse monétaire en circulation en Chine. Ce sont deux graphiques, notamment le premier ici, qui est en haut, qui rappelle qu'il n'y a pas que la Réserve fédérale qui agit sur la politique monétaire mondiale. Et vous avez notamment la Banque centrale de Chine et la Banque centrale européenne, qui, elles, proposent des courbes baissières. C'est vrai qu'on n'en parle pas tellement, mais la Banque centrale européenne, son taux d'intérêt est revenu à 2,15%. Grosso modo, c'est un taux d'intérêt qu'on peut qualifier de neutre. C'est-à-dire qu'il n'est ni restrictif ni accommodant. Et vous voyez ça d'ailleurs en termes d'impact, à travers les chiffres de rebond de la production de crédit immobilier, par exemple. Donc il y a des conditions monétaires qui permettent d'amortir en tout cas qui sont, selon moi, l'explication la plus forte de cette capacité du marché action à résister. Alors, qu'est-ce que ça nous annonce pour la suite? C'est ce qu'on va regarder. Donc là, j'entre un peu plus dans les détails, parce qu'arrivent des moments, bien sûr, alors c'est pas un indicateur, mais ce serait trop facile. On peut ignorer tous les autres fondamentaux, nous pouvons ignorer les fondamentaux des entreprises, ignorer la situation géopolitique, ignorer tout ce qui impacte les tendances boursières, et se concentrer uniquement sur la tendance de la monnaie, ce serait trop facile, on a la martingale, non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est quelque chose qu'il faut travailler un peu plus en détail. Donc ici, j'ai voulu vous montrer plusieurs informations. Vous avez sur ce graphique, en noir, vous reconnaissez le cours du Bitcoin depuis un... Alors je prends le S&P 500, le Bitcoin, parce que je considère que ce sont deux actifs qui représentent le risque, les actifs risqués en bourse, même si ce n'est pas une présentation dédiée aux crypto-monnaies. Il y a un cas particulier d'ailleurs qui arrivera ensuite pour le BTC. Mais tout de même, regardez donc la courbe en noir, c'est le cours du Bitcoin en échelle logarithmique depuis plusieurs années. Donc effectivement, on voit bien l'alternance de marché baissier, de phase de bull run, de marché baissier, de phase de bull run, de marché baissier, et nous sommes à nouveau dans une phase de bull run. Alors, ok, il est bloqué à 105 000 $, il n'est pas à 150 000, il n'est pas à 200 000, mais tout de même, il vient de 15 000 $. Ça, c'est la première information. Ensuite, en bleu, vous avez donc ce premier niveau de la liquidité, qui est la masse monétaire mondiale M2, qui est la représentation la plus simple, mais il ne faut pas regarder que celle-ci. Mais imaginons, on se fie à la masse monétaire mondiale. On peut voir que, grosso modo, les tendances sont les mêmes. D'ailleurs, ce que l'on peut voir, ce qui est intéressant, c'est que prenez ici en bleu l'évolution de la masse monétaire, vous voyez qu'elle rebondit et qu'il a fallu attendre quelques semaines pour que le cours du Bitcoin repasse. Prenez ici encore cet exemple, la masse monétaire rebondit et il a fallu attendre quelques semaines pour que le Bitcoin remonte. Prenez encore cet exemple ici, la masse monétaire fait un nouveau record historique et il a fallu quelques semaines pour que le marché reparte. Mais ce ne serait pas si marrant s'il n'y avait pas des exceptions. Prenez l'exemple de la fin du cycle précédent. Donc ici, nous sommes à l'automne 2021, le cours du Bitcoin bloque autour des 70 000 $, et pourtant, regardez, en bleu, la liquidité mondiale continue d'avancer. Voilà, ça y est, ça ne marche pas. C'est bidon, cette martingale, c'est trop facile. La liquidité fait un nouveau record historique, et regarde, le Bitcoin passe de 70 000 à 40 000, ça ne fonctionne pas. Heureusement déjà que ça ne fonctionne pas parce que ce serait trop facile. Ce n'est pas parce que la monnaie est disponible qu'elle a forcément envie de s'y investir, mais en tout cas, elle était disponible, elle n'a pas eu envie de s'investir. Il y avait probablement des raisons fondamentales de fin de cycle de Bitcoin, où à l'époque, fin 2021, vous savez, c'est le début de la lutte contre l'inflation, les banques centrales qui avaient les taux à zéro, qui les ont passés à 5% l'espace d'un an, bon, il y a un certain nombre de raisons fondamentales. Mais il y avait une façon de se protéger de ce mauvais signal en regardant ce qu'on appelle, si vous faites un peu d'analyse technique, la dérivée première, le momentum, le taux de croissance, la vitesse de la monnaie. C'est-à-dire que vous avez à la fois l'évolution absolue de la monnaie, donc la tendance haussière, la tendance baissière, où le machin est à plat, et puis vous avez son taux de variation, c'est-à-dire que la pente. La monnaie peut monter plus vite, peut monter moins vite. C'est ce que vous propose ici ce graphique. Donc je reprends les courbes. En noir, vous avez le BTC. Donc ici, on voit qu'il échoue. La monnaie continue de monter, lui entre en baisse. Donc là, on se dit, je me suis fait piéger, ça ne marche pas, ton truc c'est bidon, au revoir. Regardez ici la partie verte, la partie qui est, on peut appeler ça une espèce de montagne.
Cette partie ici colorée représente le taux de croissance de la monnaie. Et ce que vous pouvez observer, c'est qu'en général, la corrélation... Alors, on estime, par exemple, sur notre cycle actuel, que le coefficient de corrélation linéaire entre le cours du Bitcoin et la liquidité est autour de 0,70, 0,80. 0,70, c'est-à-dire que dans 70% des cas, ça avance ensemble. Mais comme je viens de le dire, si dans 70% des cas, ces deux marchés avancent ensemble, il y a 30% des cas où ça ne marche pas. Et manque de peau, si vous arrivez à un moment où c'est dans ces 30%, voilà, c'est n'importe quoi, ça ne fonctionne pas. Okay. Il y a une façon de se protéger avec donc, le momentum de la monnaie. Et je reprends donc ici cet exemple que j'ai mis ici en évidence, où vous avez donc en noir le BTC qui entame une phase de baisse, alors que la monnaie a continué de progresser, mais regardez ici envers son momentum. Certes, la monnaie faisait un nouveau plus haut absolu, mais son taux de croissance, lui, était entré en phase de baisse. Vous aviez donc un nouveau record de la monnaie, mais une divergence avec son momentum. En clair, une monnaie qui, de manière absolue, faisait un nouveau record, mais son taux de variation annuel, qui lui, tout en restant positif, forcément, parce que la tendance reste haussière, mais était moins positif. Ça, c'est un premier filtre. Et là, pour le coup, il fonctionne bien. Alors, c'est la question qu'on peut se poser d'ailleurs pour la situation actuelle. Cette capture d'écran doit dater de 2-3 semaines, c'est grosso modo valable. On doit être encore à 105 000 actuellement, on n'est pas loin. Vous avez ici donc, en bleu, la monnaie qui fait un nouveau record historique, ce qui a permis au cours du Bitcoin de remonter à son record historique, alors que c'est vrai que début avril, on pouvait croire que c'était terminé. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement vous avez eu donc un nouveau record de la quantité de monnaie en circulation dans le monde, et en même temps, un nouveau record, certes marginal, de sa vitesse. Donc, pour résumer, vous pouvez faire confiance à cette corrélation lorsqu'il y a une convergence entre la tendance absolue et la tendance de sa vitesse, en fait. Voilà, donc ça, c'est une façon de l'utiliser. Ok, c'est bon. Alors, je vais rentrer un peu plus maintenant dans des choses plus complexes, façon de parler. Ce serait quand même trop simple si on pouvait se contenter des pièces et des biens en circulation, ce qu'il y a sur les comptes courants, les comptes épargne, pour qualifier la capacité d'une économie à investir en bourse. Il y a un deuxième aspect des choses qui est important, c'est ce qu'on appelle la capacité de crédit d'une économie, ou liquidité nette. C'est la courbe en bleu ici. Voilà, c'est la courbe en bleu. Alors, la corrélation est moins propre, hein, mais encore une fois, il faut regarder la tendance de fond. Qu'est-ce que c'est la capacité de crédit d'une économie? Qu'est-ce que c'est? Qui prête? Les banques. Les banques, comment elles prêtent? Elles prêtent parce que les banques centrales les autorisent. Et elles n'ont pas carte blanche. Les banques, elles peuvent prêter, c'est un multiple des réserves qu'elles ont auprès de la banque centrale, mais ce n'est pas si simple que ça. Les banques, elles ont une capacité de crédit qui représente aussi un certain multiple de leurs fonds propres. Alors les règles sont complexes, même moi je ne les connais pas toutes par cœur. Les multiples, c'est entre 8 et 10, par exemple pour les réserves auprès de la banque centrale. Pour les fonds propres, c'est un peu différent, mais concrètement, c'est ça. Donc tout part de ça. La capacité de crédit d'une économie, c'est d'une part donc, ce que les banques peuvent prêter à l'économie, mais c'est aussi l'activité de la banque centrale. Et ça, vous en avez donc déjà entendu parler. La capacité de crédit d'une économie, donc ici dans ce tableau, vous avez deux informations. Donc ici, je vous ai remis le contenu de la masse monétaire M2, et ici, ce que j'appelle la liquidité nette ou capacité de crédit d'une économie. Donc déjà, on additionne les deux. On va pouvoir, j'arrive plus loin, je construis des courbes qui additionneront tout ça. Et donc, la capacité de crédit d'une économie, c'est l'activité des banques commerciales, ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles peuvent nous prêter, et aussi l'activité de la banque centrale, c'est-à-dire que la banque centrale, elle peut soit absorber de la monnaie, elle en retire, c'est un programme dit de quantitative tightening, où elle peut injecter de la monnaie, programme de quantitative easing, c'est-à-dire qu'elle va acheter des obligations auprès des banques en échange de cash. Et inversement. Et vous avez un autre programme, alors là, qui n'est pas du choix la Banque centrale le met en place, mais c'est au choix des banques commerciales, le programme de reverse repo pour repurchase facility. Les banques commerciales, elles ont du cash, elles peuvent décider de le placer auprès de la Banque centrale. Voilà, elles peuvent, parce que c'est rémunéré ou pas. Soit elles estiment que l'économie est en croissance suffisante, elles vont prêter à l'économie. Si elles estiment que l'économie actuellement est en situation dangereuse, mais elles ont du cash, et le cash n'est pas fait pour rester du cash, elles le placent auprès de la Banque centrale qui va les rémunérer. Et donc forcément, si
la Banque centrale n'est plus en phase de quantitative easing, mais en phase de quantitative tightening. Elle réduit la taille de son bilan. Si en plus de ça, vous avez les banques commerciales qui mettent leur cash en pension auprès de la Banque centrale, tout ça, c'est du cash qui ne va pas à l'économie. Alors, vous avez à droite, ici, un histogramme qui était une des explications alors, au passage, il y a la Réserve fédérale ce soir, donc c'est justement intéressant d'en parler, puisque la Fed ne va pas baisser ses taux ce soir, sauf incroyable surprise. Donc forcément, le taux est bloqué à 4,5 depuis le mois de décembre dernier. Entre-temps, la BCE est passée de 4 à 2,15. Donc il y a quand même une différence significative. Mais ce soir, la Réserve fédérale, et ce sera présent dans ce communiqué de presse, elle va justement mettre à jour ces données-là. Et en particulier, l'évolution de ce qu'on appelle son quantitative tightening. Et ce que vous pouvez observer, c'est que depuis le début de l'année, alors même qu'elle n'a pas touché à ses taux, elle a divisé par 4 le montant de son quantitative tightening. Imaginons que ce soir, elle annonce qu'il passe à 0. Elle peut l'annoncer ce soir, face au risque actuel du moment, sans toucher à ses taux, plus de quantitative tightening. Imaginons qu'elle l'annonce. Ça, ce sera lu comme je ne vais pas jusqu'à dire un surplus de liquidité, mais si elle arrête d'absorber des liquidités, comprenez bien qu'au final, si, il y a un surplus de liquidité implicite. Donc, vous avez les principales banques centrales du monde qui ont baissé leurs taux. La Banque centrale de Chine, elle injecte massivement. La Banque centrale du Japon, même si elle monte ses taux, elle est encore en programme de quantitative easing. La Réserve fédérale, elle ne touche à rien, même si Jérôme Powell est régulièrement convoqué à la Maison-Blanche, une fois par Donald Trump, il ne fait rien sur les taux. D'ailleurs, quand Donald Trump s'exprime sur le sujet, c'est que sur les taux, baisse les taux, baisse les taux, baisse les taux. Mais il n'y a jamais un mot pour quelque chose en fait, qui peut-être parle moins au grand public, c'est la politique monétaire non conventionnelle. Et regardez, c'est quand même significatif sur les derniers mois, la chute du programme de reverse repurchase et la chute du programme de quantitative tightening. C'est de moins en moins de liquidités absorbées. Et donc, in fine, ça augmente la capacité de crédit d'une économie. Donc, vous avez le nouveau record historique de la masse monétaire mondiale, une capacité de crédit de l'économie qui, alors, overall est stable, hein, mais qui pourrait reprendre une phase ascendante sans même baisser les taux. Là, vous avez déjà 2 solides piliers, non pas pour dire c'est sûr, malgré la guerre, on va monter, mais en tout cas, ça amortit les chocs. Et c'est les 2 raisons principales qui expliquent que le marché, en tout cas depuis la semaine dernière, mais même depuis la guerre commerciale qui a commencé début avril, n'a pas craché au-delà de... Ça a duré quoi 3-4 séances en fait, peut-être un peu plus de 3 semaines. Le marché a chuté, le S&P 500 s'est très rapidement repris. Alors, il y a un 3e niveau. Alors, déjà, première chose, cette courbe-là. Cette courbe-là fait la synthèse de ce que je viens de vous dire. Vous avez ici l'addition de toutes les masses monétaires dites M2 du monde, des principales économies, et la capacité de crédit des économies. Alors, il y a 2 couleurs parce qu'il y a une histoire de décalage temporel, mais ce que vous pouvez observer, donc là, en plus, on n'est pas que sur un effet dollar, hein, c'est que ce que j'appelle la liquidité structurelle mondiale, elle, fait un nouveau record. Donc, lorsqu'on regarde cette courbe-là, on ne se dit pas à coup sûr le marché action va monter, mais c'est tellement puissant. Imaginez le contraire. Prenez cette courbe et imaginez qu'on soit resté sous la résistance rouge. Il n'y avait pas de nouveau record. C'est vrai que forcément, avec les fondamentaux qu'on a, et pas de liquidité, au fond, pourquoi ça remonterait? Mais là, l'expansion de la monnaie et de la capacité de crédit des économies est telle que ce cash, il faut bien qu'il aille quelque part. Donc, ça va permettre au marché de rester focus sur le verre à moitié plein. Et puis si, sur quelques jours ou quelques semaines, les tensions sont telles que le verre à moitié vide attire l'attention, à la moindre lueur, cet argent peut venir s'investir. Et c'est l'explication de la remontée quasi verticale, au moins aussi verticale que la baisse, du marché action, lorsqu'on compare sa baisse verticale de mars-avril avec sa remontée verticale d'avril-mai. Et puis donc, il y a un 3e niveau de liquidité qui est représenté ici donc, sous la forme d'un oscillateur. Alors, il y a 2 informations sur ce graphique. Vous avez donc le cours du Bitcoin. On choisit le cours du Bitcoin parce qu'il n'y a pas plus risqué. Et pour le coup, en termes de fondamentaux, lui n'en a pas beaucoup. On peut partir du principe qu'il est sensible à la liquidité. Et en bleu ici, vous avez... Alors, je vais lui donner un nom, on peut appeler ça la super liquidité ou la liquidité globale macro. C'est-à-dire qu'il s'agit de tout ce que je vous ai montré, l'addition des masses monétaires M2,
avec l'addition de la capacité de crédit des économies, avec la capacité d'investissement des entreprises. Là, pour le coup, on a tout le cash qui est potentiellement disponible. Alors, ce n'est pas moi qui ai créé cet oscillateur. Je l'ai piqué, entre guillemets, à quelqu'un. Enfin bon, c'est public. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il a créé cet oscillateur, donc, qui évolue entre 0 et 100, et qui intègre le M2, la capacité de crédit des économies, et la capacité d'investissement des entreprises. Pour ça, il a choisi d'utiliser, vous en avez peut-être déjà entendu parler, les indices dits PMI, pour Purchasing Manager Index. Ce sont c'est la confiance des directeurs d'achat des entreprises, donc, qui sont plus ou moins en amont. On peut mesurer leur état de confiance. Et si ces directeurs d'achat voient les choses de manière positive, c'est que forcément, ils prévoient d'acheter, d'investir. Et ce sont des perspectives en lesquelles ils ont une anticipation positive du chiffre d'affaires. Et en additionnant tout ça, il a créé un oscillateur. Et ce que j'ai trouvé hyper percutant, c'est qu'on peut utiliser ça sous la forme d'un oscillateur. Prenez ici le haut de cycle Bitcoin de fin 2017-2018. Le marché arrive ici, avant son bear market, et vous aviez sur cette hyper liquidité une divergence. Prenons le haut de cycle du cycle précédent, 2020-2021. Ici, au printemps 2021, il monte à 70 000. On rebaisse à 30 000 pendant l'été. On remonte ici à 70 000. Alors moi, ici, d'ailleurs, je pensais que ça irait plus haut, je me suis fait piéger. Mais je ne me serais pas fait piéger si j'avais eu ce baromètre où il y avait une divergence. Certes, le marché était revenu ici. Alors, je pensais que ça irait à 100 000, on n'y est pas allé. Et la divergence baissière avec l'hyperliquidité aurait pu me souligner. Là, vous avez la fin du marché baissier, 15 000 $, la reprise. L'oscillateur était revenu, on ne peut pas faire plus bas que 0. Et là où nous sommes, eh bien, alors que le marché est à proximité de ses records historiques, il n'y a pas de situation de surchauffe ni de divergence sur l'hyperliquidité. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'avec certitude, on ira d'ici la fin de l'année à 120, 130, 140 000, même si moi je le pense. Mais en tout cas, ça fait partie des arguments qui laissent la porte ouverte et malgré l'incertitude du moment, a davantage d'avancer des actifs dits risqués en bourse. Bon, alors ça, c'est une représentation qu'un analyste a proposée, mais on peut se contenter du M2 ou de la capacité de crédit d'une économie. Au moins, ce sont des données tangibles qui viennent des banques centrales. Ensuite, rajouter des indicateurs macro, c'est libre à chacun. Alors, maintenant, j'en arrive à un cas particulier. Oui, encore le Bitcoin, mais c'est intéressant. Pourquoi? Là, ce sont juste les maths qui parlent. Il y a des gens très intelligents, enfin des passionnés, qui se sont dit pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de calculer ça sur le plan mathématique, simplement en calculant des coefficients de corrélation. Et ces gens-là nous disent que sur le cycle actuel, donc vous avez sur ce graphique, en bougie japonaise, le cours du Bitcoin en données journalières, et en courbe colorée ici, vous avez le M2 mondial sur différentes projections temporelles. Alors, regardez ce dont je vous parlais en début de présentation. Vous avez votre courbe de liquidité, puis vous la translatez dans le futur. C'est ce que j'ai fait ici. Vous voyez, donc là, nous sommes là, et j'ai ici. Alors, comment c'est possible? Personne ne sait où ira la liquidité dans le futur. Non, non. Personne ne le sait, vous avez raison. Ce que vous avez ici, c'est ce qui s'est déjà passé. C'est ce qui a eu lieu dans le passé. C'est ce qui a eu lieu maintenant et dans le passé. Sauf que ces deux courbes ont été décalées, avancées, translatées comme vous voulez, l'axe des abscisses, l'axe du temps, de 10, 12 ou 14 semaines dans le futur. Pourquoi? Parce que lorsque la monnaie arrive, on n'arrive pas du tac au tac à vouloir l'investir en bourse. L'argent arrive sur vos comptes épargne, vos comptes courants. Vous n'investissez pas du tac au tac en bourse. Il faut toujours du temps pour que la décision soit prise. Et donc ces braves gens ont démontré que non seulement il y a une corrélation positive sur ce cycle qui est autour de 0,70, 0,80, et qu'en plus de ça, il faut en moyenne, alors ça dépend, certains vous diront 10 semaines, d'autres 12, d'autres 14, pour que éventuellement cette liquidité arrive à vouloir s'investir sur les actifs risqués. Ce qui permet en fait de la projeter dans le futur et d'avoir un guide. Et ce qui est complètement bluffant. Prenez ici le point bas, donc c'est au pire de la crise commerciale, on était début avril. Vous aviez, toutes ces informations étaient disponibles. Vous étiez là et vous aviez ces informations-là, qui est en fait la liquidité passée, mais simplement on la projette dans le futur, parce qu'on se dit qu'il faut un certain temps pour qu'elle s'investisse. Et bien de manière complètement étonnante, à quelques jours près, le marché a resuivi la courbe de la liquidité. Et donc si cette corrélation se poursuit, quand bien même les fondamentaux là sont difficiles, nous pourrions avoir un été pas trop moche sur le BTC. Donc si jamais,
Alors, je vous ai montré qu'il y avait des filtres, que ça peut diverger, que ça ne marche pas tout le temps. Mais imaginons que nous nous retrouvions fin juillet, je ne dis pas aujourd'hui, je ne dis pas demain, mais fin juillet avec un Bitcoin à 130 000 $. Eh bien, souvenez-vous de ça. Souvenez-vous que la liquidité l'annonçait. En tout cas, si la corrélation se poursuivait, la liquidité l'annonçait. Alors après, on ne peut pas raisonner qu'avec un seul indicateur. C'est-à-dire que ça, c'est une approche. Forcément, si derrière, vous avez des divergences de partout, vous avez des modèles de fin de cycle qui vous disent on n'ira pas plus haut, il faut ignorer la liquidité. Mais lorsque vous avez ce qu'on observe là sur la liquidité, et qu'en plus de ça, vous avez des outils qui étudient les cycles crypto et qui vous disent que pour le moment, il n'y a pas d'alerte rouge, comme ce fut le cas par exemple fin 2021, moi je me dis, ma foi, pourquoi pas? Alors oui, forcément, ça va là pour le coup dépendre de beaucoup des fondamentaux. Ce soir, il peut y avoir un choc. Voilà, je ne parle pas d'aujourd'hui, je ne parle pas de demain. Mais en tout cas, ayez conscience d'une chose, c'est qu'il y aura des forces de rappel et qu'au pire du pire, si ça devait dropper, ces forces de rappel amortiront les chocs. Il faudra s'inquiéter quand? Il faudra s'inquiéter quand ces courbes-là, colorées, reprendront la direction du sud, comme ça arrive de temps en temps. Si là, la monnaie diminue, il n'y a aucune chance. Le marché ne montera pas. Il y a de moins en moins de monnaie. Alors, si le marché monte alors qu'il y a de moins en moins de monnaie, il faut vraiment des fondamentaux incroyables. Paix entre l'Ukraine et la Russie, cessez-le-feu au Proche-Orient, la Fed baisse ses taux. Même si la monnaie est en décroissance, le marché pump. Vous voyez, il faut vraiment raisonner comme ça. Alors, oui, alors ça, ce sont vous avez ce soir la décision de politique monétaire de la Fed. Il n'y aura pas de baisse de taux, et puis, bon, ça c'était l'inflation, et puis il reste 8 minutes, donc je pense qu'on peut passer aux questions. Pas aux questions, alors vas-y. Donc, il y a des gens avec des micros, si vous avez des questions, vous levez la main. Vincent, je te laisse gérer à qui tu veux répondre des questions. Ici, on a aussi les questions qui viennent d'Internet, donc pour ceux qui sont de l'autre côté, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, on peut aussi les recevoir ici, et dans la mesure du possible, y répondre. Donc, est-ce que vous avez des questions? Vous avez tous tout très bien compris le concept de la liquidité? Vincent, à toi. Oui. Merci. Bonjour, c'était très intéressant, merci pour la présentation. Je voulais savoir tous ces graphiques et autres, où est-ce qu'on peut les retrouver directement sur la plateforme Susquote? Parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir ces différents éléments de liquidité. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, ou est-ce qu'on peut retrouver ces graphes-là? Alors, les données de liquidité, elles sont publiques. Donc, en fait, chacun peut... Il y a un site, par exemple, qui s'appelle Trading Economics, où vous avez une section sur la monnaie, et vous avez pour tous les pays l'évolution, donc c'est soit chaque semaine, chaque mois, et c'est des données qu'on peut importer, mettre ça dans un Excel et vous créez vos courbes. Mais ne vous embêtez pas avec ça, puisque TradingView, vous savez, c'est une plateforme qui permet à tous les participants de créer des indicateurs, et en fait, tous ces indicateurs sont disponibles publiquement sur une plateforme comme TradingView. Vous faites une recherche d'indicateurs, vous tapez M2 Global Liquidity, et puis vous avez des personnes qui, en fait, ont créé un petit algorithme qui importe toutes les données et ça vous charge la courbe en direct. Mais si vous voulez vous-même avoir les données les plus pures, vous allez sur des sites de données macroéconomiques, et là vous allez les retrouver, ou même directement sur le site des banques centrales. Mais Trading Economics, c'est bien. Donc il me semble que TradingView, c'est une plateforme qui est disponible chez Swissquote, donc c'est dans la section des indicateurs. Merci. Bonjour. Moi, j'avais une petite question par rapport à ce que vous avez dit sur M. Powell. Ah, c'est là-bas. C'est où? Ah, c'est là-bas, ouais. Vous avez dit qu'il ne va pas baisser les taux ce soir, parce que ça fait plusieurs quand même meetings qui gardent les taux planchers, enfin, je veux dire à plat. Ouais. Moi, je pensais qu'il allait les baisser aujourd'hui. C'est quoi vos pronostics? Ben écoutez, je vais vous montrer les pronostics du marché, c'était juste avant. Les pronostics du marché sont là. Les pronostics du marché sont là. Pour ce soir, nous sommes le 18 juin. La probabilité que c'est 5%. Donc, en fait, il aurait des raisons de le faire. Si on prend de manière brute, c'est le graphique d'ailleurs qui était juste après. Donc, merci pour la question, ça permet d'utiliser. Voilà. Donc effectivement, il a des bonnes raisons de le faire. Ça permet un peu de prendre du recul. Regardez, ça, c'était la chute de l'inflation au moment de la crise sanitaire, où les prix sont revenus à zéro, l'explosion de l'inflation post-crise sanitaire, la désinflation tout aussi verticale, et la cible de la Fed. On n'est pas loin. Et d'ailleurs, beaucoup de banques centrales ont réengagé la baisse de leur taux d'intérêt, alors que l'inflation n'était pas la cible. La Fed non plus. Mais le patron de la Fed se cache derrière l'incertitude.
Donc il ne les baissera pas ce soir, mais il peut y avoir d'autres annonces plus favorables, notamment sur la politique monétaire non conventionnelle. Et moi, c'est passé un peu inaperçu, mais moi je ne serais pas surpris que ce soir, il nous annonce ça. La réduction du programme de quantitative tightening, voire pourquoi pas sa mise à zéro. Et ça, si c'est le cas ce soir, ça va soutenir les marchés. Donc voilà, mais enfin on espère tous qu'il les baissera d'ici la fin d'année. Oui, mais alors je peux intervenir là-dessus. Oui, bien sûr. Parce que la grande question, c'est que si aujourd'hui si Powell décide de baisser les taux, quelles seraient ses justifications? Parce que si on part du principe que les droits de douane, parce qu'ils existent toujours, devraient être inflationnistes quand même, donc on devrait avoir un redémarrage de l'inflation ces prochains temps. On a vu, on le voit déjà récemment, que les économistes s'attendent à qu'il y ait une résurgence de l'inflation. On nous dit plutôt sur fin juin, plutôt sur début juillet. Donc, quelque part, je me fais l'avocat du diable. Hein. J'aimerais aussi qu'il baisse les taux, mais sur le fond, est-ce que Powell n'est pas dans une situation où il doit simplement gérer cette incertitude en se disant « je ne sais pas ce qui va se passer », parce que si ça arrive pleine balle durant l'été, puis qu'il a déjà baissé les taux, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir baissé trop tôt les taux et relancer l'inflation? En fait, la certitude, c'est le comportement des entreprises. Je sais déjà, par exemple, ce que tu viens de dire, beaucoup d'économistes l'annonçaient pour le mois de mai, où on pensait qu'il y aurait un rebond de l'inflation en mai, ce qui n'a pas été le cas. En fait, tout dépend des entreprises. Soit les entreprises ont envie de passer elles ont 10% toutes. Hein, donc, certaines entreprises, des leaders mondiaux d'ailleurs, ont annoncé que 10% de droits de douane, on monte les prix de 10%. C'est le cas du luxe. Mais d'autres entreprises l'ont pas fait parce qu'elles se sont dit on monte les prix de 10%, nos volumes perdent 30%, donc où est l'intérêt? Donc en fait, ça va jouer sur ça, la proportion d'entreprises qui ne voudra pas impacter le consommateur pour continuer à vendre, ou pas. Pour le moment, ça va. Après, en fait, l'idée, je pense, c'est que si c'est 10% pour tout le monde, c'est jouable. Et c'est pourquoi c'est le 9 juillet, je crois, la date limite pour des accords commerciaux. Normalement, ouais. Alors, je vais prendre juste une question sur ces personnes qui ne sont pas là, malheureusement. La première, c'est la baisse du dollar américain peut-elle être justifiée par justement l'augmentation du M2 et donc l'impression de billets verts? Toutefois, on voit l'inflation ne pas rebondir. Comment expliques-tu cela? Alors, la baisse du dollar américain, elle est expliquée par déjà un rattrapage des actifs mondiaux par rapport à Wall Street. Donc, ça a été un arbitrage, en fait, en défaveur des actions américaines. Enfin, en défaveur, elles n'ont pas chuté, hein, elles se sont reprises derrière. Mais ça a été avant tout un arbitrage géographique. Vous l'avez suivi, le rattrapage très net des actions européennes. D'ailleurs, les actions européennes représentées par l'Eurostock 50, qui est un peu l'indice de référence, a retrouvé son record de 2000-2001. Donc il y a cet aspect-là des choses. Je n'irai pas jusqu'à parler de défiance vis-à-vis des actifs américains, mais simplement parfois quand il y a une réallocation des fonds, ça a fait baisser le dollar américain. Et pourtant, le dollar rémunère beaucoup plus que les autres monnaies. Mais effectivement, la baisse du dollar, c'est surtout le rebond de l'euro-dollar. Donc c'est un arbitrage, un rééquilibrage. Est-ce qu'il y a des questions, monsieur là-bas? Merci beaucoup pour la présentation. Je voulais vous demander, par rapport dans le secteur des crypto-monnaies, jusqu'à maintenant, le Bitcoin a surperformé pratiquement tous les altcoins et tout le monde s'attend à avoir une altcoin season. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir une altcoin season uniquement une fois que la Fed aura baissé ses taux, ou vous continuez à penser que la surperformance du Bitcoin va continuer? Alors, je dirais qu'il peut y avoir deux réponses. Il peut y avoir la réponse investisseur particulier isolé, un peu mode espoir, et une réponse plus en se référant au cycle passé du marché crypto, où souvent ce qu'on observe, c'est qu'on a une vraie alt season après le pic du BTC. Donc c'est possible, imaginons que le pic du cycle actuel du Bitcoin soit fait en octobre-novembre prochain, comme on peut l'attendre, et qu'on arrive à une période où justement la Fed commencera à baisser ses taux, le BTC fait son pic, il peut y avoir un passage de témoin hyper tardif. Mais ce fut le cas par exemple sur le cycle lié au halving de 2016. Donc oui, c'est pas foutu, même si là on voit aucun signal ou signaux, bref, peu importe, sur les alts, je pense encore qu'on peut l'avoir. Après, on a un cycle vraiment particulier où Bitcoin a fait de nouveaux records et où la grande majorité des alts n'a pas suivi, mais il y en a aussi beaucoup plus qu'avant. Mais je pense que ça interviendra, d'ailleurs parce que plus personne n'y croit, que le marché comptera rien. Et si ça doit être le cas, ce sera en extrême fin de cycle. Mais ça ne ressemblera jamais à la saison des alts qui fait rêver tout le monde, qui est celle de 2021, quand les taux étaient à zéro, voire négatifs, où ça, je pense que ça n'arrivera plus jamais. Mais il peut quand même y avoir une période où elles prendront un peu le témoin. Alors, ce sera la dernière question, parce que là, on est timé.
Vous avez 10 secondes pour la question et 30 secondes pour y répondre. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Vous avez évoqué le fait que la Fed arrête de faire du quantitative tightening ce soir. Est-ce qu'il y a une hypothèse selon laquelle, dans les prochains mois, elle ne baisse pas ses taux, mais elle se met à faire du quantitative easing? Alors, oui, c'est possible si la dette américaine est attaquée. C'est possible si les taux obligataires à long terme aux États-Unis, on en parlait tout à l'heure avec Thomas, où il y a 25, c'est quoi, un quart du budget fédéral américain qui n'est fait que pour rembourser les intérêts de la dette. Donc si le coût de ces intérêts, si les taux d'intérêt américains dépassent 5, 6, 7%, à un moment ou à un autre, c'est plus tenable. Et là, inflation ou pas inflation, la Banque centrale achètera des obligations pour faire rebaisser le coût. Donc oui, ça c'est le cas de figure qui rendrait ce scénario possible. Bon, alors apparemment on a encore droit à quelques minutes. Hein. Donc, qu'est-ce que je pourrais poser comme question encore? Est-ce que tu penses que, ça vient d'ici, ça vient d'Internet, est-ce que tu penses que cette abondance de liquidités pourrait justifier finalement ce fameux record historique qu'on attend sur le marché américain ces prochains temps, on va dire? Disons que la liquidité, elle est disponible. Elle ne demande qu'à s'investir. Maintenant, pour qu'elle puisse s'investir, il faut ce que j'appelle moi un start fondamental. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux actuellement, mais s'il y a des éclaircies, donc, oui, elle ira s'investir. S'il n'y a pas d'éclaircies, ça amortira le choc, le marché arrivera à se maintenir. Et si on a des bonnes nouvelles qui arrivent, je dois l'admettre que là actuellement ce n'est pas vraiment le cas, mais les choses peuvent aller très vite. Vous allez voir une réaction du marché qui sera incroyablement haussière. Et ce sera très rapide, parce que justement, cette liquidité est en starting box. Est-ce que quelqu'un a encore une question ici? Oui, c'est quoi votre vue alors sur la liquidité spécifiquement dans le marché US, étant donné le debt ceiling qui arrive et la nouvelle politique budgétaire? J'ai pas vu la question. Ah oui, pardon, j'ai pas compris la question, pardon. Donc, avec le debt ceiling qui arrive, il y a la date du debt ceiling en août, en principe. Il y a la nouvelle politique budgétaire qui se met en place avec le One Big Beautiful Bill. Et il y a cette nouvelle émission, l'augmentation du debt ceiling, qui devrait arriver, qui devrait avoir un drain de liquidité du marché. C'est effectivement le problème et l'opposition actuellement entre la Banque centrale des États-Unis et la politique budgétaire. C'est qu'il y a effectivement à la fois du cash, il y a du cash qui va arriver, il y a de la politique budgétaire expansionniste qui va arriver, il y a moins d'impôts et en même temps il y a le risque sur la dette américaine. Donc ça c'est ambivalent et c'est justement là où la Réserve fédérale, en réintervenant, pourrait venir équilibrer un endettement américain qui deviendrait hors de contrôle. Mais ça, c'est vrai que cet aspect fiscal, on peut le voir à la fois comme un soutien à l'économie et en même temps un risque pour la dette américaine. Et malheureusement, si on arrive à un schéma de marché où l'État fédéral peut s'endetter encore davantage, moins de revenus, des baisses d'impôts, et une réserve fédérale qui recommence à imprimer pour maintenir les taux bas, tout ça, ça peut créer une hyperbulle. Donc je dirais que dans l'immédiat, ça peut avoir un effet haussier, mais il ne faudra pas être le dernier à revendre quand ça partira en crack en 2026 ou 2027. Voilà, on a un crack annoncé, c'est déjà pas mal. On est bien, ça fait 1 heure, on est déjà parti sur un crack boursier. Puis je ne vous dis pas ce que je vous réserve ce soir, enfin fin de journée. Bon, je crois qu'on a fait le tour, on arrive au bout des questions, on va changer de dernière question. Ok, alors encore une dernière question, on me dit dans l'oreillette qu'on a encore droit à une question. Est-ce que quelqu'un a une question dans la salle ou est-ce que je passe sur Internet? Monsieur. Merci beaucoup pour la présentation. Par rapport à l'actif risqué, au milieu là, l'actif risqué qui est le BTC, on a toujours parlé de cyclicité avec le halving, etc. Mais au fait, on voit que dans le marché global, que ce soit peu importe l'actif, c'est la liquidité au final qui drive le tout. Donc les cycles et autres saisonnalités, etc., au final, est-ce qu'elles ont vraiment lieu d'être? Surtout dans un marché qui est risqué, les cryptos, où il y a des institutions avec des fondamentaux qui arrivent de plus en plus. Donc au final, c'est vraiment la liquidité qui est maîtresse du marché. Oui, c'est-à-dire que moi je pense toujours que le cycle de 4 ans, il existe parce qu'il y a un halving tous les 4 ans. Et son timing, il n'est pas à chaque fois millimétré, c'est pas à la semaine près, c'est pas au jour près. Et la liquidité peut venir créer un décalage temporel.
Alors après, imaginons que la liquidité s'effondre à l'échelle du monde et qu'elle s'effondre pendant 8 ans. Est-ce qu'on peut encore avoir un cycle de 4 ans? Là, ce sera compliqué. Après, c'est vrai qu'on parle beaucoup du cycle de 4 ans de Bitcoin, comme si c'était un cycle qui avait 200, 300 ans, 400 ans. C'est la 4e fois que ça se produit, en fait. Ça existe depuis 2009. Donc, voilà. Est-ce qu'un cycle qui a eu lieu 3 fois, est-ce qu'on peut se projeter sur un siècle? C'est la grande question. Mais la liquidité aura toujours le dessus. Bien, Vincent. Merci. Merci. Tonnerre d'applaudissements. Merci à vous. Merci. Merci Thomas. Merci.